Le chapitre 5 du cours de physiologie cardiovasculaire va porter sur la différenciation fonctionnelle des vaisseaux sanguins. Nous allons reprendre ici des notions qui ont déjà été abordées dans les cours d'anatomie, mais en nous appliquant à regarder ce qui, dans la structure du vaisseau, permet de comprendre la fonction de ce vaisseau. Le plan que nous allons utiliser est le suivant. Dans un premier temps, nous allons énoncer quelques grandes généralités. Puis nous regarderons quelle est la structure commune au vaisseau sanguin. Et enfin, nous étudierons les artères, puis les artérioles, et enfin les veines. Nous avons évoqué en introduction du cours portant sur le cœur le rôle du système cardiovasculaire, qui est d'amener le sang aux différentes parties du corps. Ceci sera rendu possible grâce à un système en circuit fermé, où les vaisseaux sanguins sont les conduits et où le cœur joue le rôle de pompe. Le sang est expulsé du cœur via un système à haute pression constitué des artères qui sont caractérisées par des parois épaisses. Le sang reviendra au cœur par l'intermédiaire d'un système à basse pression constitué des veines caractérisées par des parois minces. Les artères et les veines sont des vaisseaux qui ont des parois imperméables et qui communiquent entre elles par le réseau des capillaires sanguins. Le réseau qui constitue les zones d'échange est schématiquement double. Une zone d'échange pulmonaire et une zone d'échange systémique. Le réseau qui constitue les zones d'échange est schématiquement double. Dans la partie supérieure de ce schéma est représentée la zone d'échange pulmonaire, et dans la partie inférieure, la zone d'échange systémique. Si on reprend le même type de schéma, mais qu'on le considère non plus de gauche à droite, mais de haut en bas, nous illustrons la notion de la double circulation. Nous avons deux circuits séparés, en continu et complémentaires l'un de l'autre. Le premier circuit correspond à la circulation systémique ou grande circulation, qui concerne, comme vous le savez, tous les organes. Le deuxième circuit correspond à la circulation pulmonaire ou petite circulation qui concerne uniquement les poumons. Notez que les poumons reçoivent tout le volume sanguin, tandis que chaque organe, individuellement, n'en recevra qu'une fraction. Nous avons dit que ces deux circuits sont en continu d'un point de vue de leur architecture et aussi qu'ils sont complémentaires l'un de l'autre d'un point de vue fonctionnel. Pour associer la structure et la fonction, vous retiendrez que le système à haute pression a des parois épaisses, alors que le système à basse pression a des parois minces. Pour que fonctionne la double circulation, il faut une pompe double. C'est évidemment la distinction entre cœur droit et cœur gauche qui illustre cette notion de pompe double. Le cœur reçoit le sang veineux systémique par les veines caves supérieures et inférieures et l'éjecte dans les poumons via l'artère pulmonaire. Le cœur gauche, lui, reçoit le sang oxygéné des poumons par les veines pulmonaires et éjecte le sang dans les organes via l'aorte. Ces grandes généralités étant faites ou étant revues, venons-en maintenant à quelques notions qui concernent la structure commune des vaisseaux. La paroi de la plupart des vaisseaux comporte 3 couches. On parle également de tunique. L'intima, ou tunique interne, est formée d'une couche de cellules endothéliales, appelée endothélium vasculaire, qui sera en contact avec le sang et par du tissu conjonctif. L'endothélium repose sur une lame basale constituée de collagène, qu'il va lui-même sécréter, et d'élastine. Il s'agira de la lame élastique interne. Cette lame est toujours perméable aux molécules hydrosolubles. Par contre, les protéines trop grosses ne pourront pas traverser la lame élastique interne. La deuxième couche ou tunique est la média, également nommée tunique moyenne. Elle est formée de fibres musculaires lisses et également de fibres élastiques. La troisième couche, enfin,
est nommée adventice ou tunique externe. Elle est composée essentiellement d'un tissu conjonctif, peu organisé, riche en collagène et en fibres élastiques. Cette tunique est aussi constituée d'une enveloppe qui assure l'ancrage des vaisseaux aux structures avoisinantes. Il existe un système d'irrigation propre à cette couche. Ce sont les vasavasorum, qui ont un rôle nourricier pour l'adventice elle-même et pour la partie externe de la média. Un réseau de nerfs vasomoteurs rejoint les fibres musculaires lisses de la média au travers de l'adventice. Voici une autre façon de représenter cette structure générale des vaisseaux. Sur ce schéma, comme sur le précédent d'ailleurs, figure la lame élastique externe qui sépare la média de l'adventice. Elle porte ici le nom de limitante élastique externe, ce qui est un synonyme. Cependant, cette lame ou limitante n'est rencontrée que dans les vaisseaux de calibre important. En effet, il existe des particularités selon le calibre des vaisseaux. À titre d'exemple, les capillaires sanguins ne sont constitués que d'un endothélium et d'une lame élastique externe. Les petites et les moyennes artères sont de type musculaire. Les fibres musculaires lisses y prédominent. Les grosses artères, quant à elles, sont de type élastique. Les fibres d'élastine y prédominent. Il en découle que, selon leur structure, les artères auront des propriétés différentes. La média des artères est épaisse et constituée d'un plus ou moins grand nombre de fibres musculaires ou de fibres élastiques. Les artères élastiques facilitent la propulsion du sang. Elles s'étirent passivement lors de l'éjection ventriculaire, puis reprennent leur diamètre initial. On parlera dans leur cas également d'artères de conduction. Les artères musculaires peuvent présenter des degrés de constriction ou de dilatation différents et contrôler ainsi la distribution du débit sanguin vers les organes. On parlera alors d'artères de distribution. Pour donner des exemples d'artères élastiques, retenez que l'aorte et ses principales subdivisions, de même que le tronc pulmonaire et les artères pulmonaires, possèdent une paroi qui contient beaucoup de fibres élastiques. Ce sont des artères de conduction. À titre d'exemple, le diamètre de l'aorte est de 2,5 cm et l'épaisseur de sa paroi est de l'ordre de 2 mm. Pour ce qui concerne les artères musculaires, nous prendrons l'exemple des petites artères de la périphérie. La média de ces petites artères contient, vous le savez, beaucoup de fibres musculaires. Ce sont des artères de distribution qui, pour un diamètre de 0,4 cm, auront une épaisseur de l'ordre de 1 mm. Parlons maintenant des artérioles. Celles-ci se caractérisent par leur très faible diamètre, environ 30 microns, mais aussi par une paroi relativement épaisse en comparaison à leur diamètre. La paroi, vous voyez, fait de l'ordre de 20 microns. La média des artérioles contient encore plus de fibres musculaires que celle des artères musculaires, ce qui permet à ces artérioles de jouer un rôle capital dans le contrôle du flux sanguin qui atteint les capillaires et donc dans la régulation de la pression artérielle. Les plus petites artérioles sont appelées les métartérioles. Elles relient directement les artérioles et les vénules. De ces métartérioles partent les capillaires sanguins qui ont un diamètre inférieur à 10 microns et qui vont former un réseau très étendu. À l'origine des capillaires se trouvent des sphincters précapillaires. Un sphincter précapillaire est un anneau formé par une fibre musculaire lisse qui entoure l'origine du capillaire. En se contractant et en se relaxant, les sphincters vont permettre l'ouverture et la fermeture des capillaires sanguins et vont ainsi participer au contrôle de la circulation capillaire. On considère qu'au repos, seulement 25% des capillaires sont ouverts, ce qui représente quand même environ 10 milliards de capillaires sanguins, et qu'ils contiennent au repos donc seulement 5% du volume sanguin total.
Des méta-artérioles partent, nous l'avons dit, des capillaires sanguins, qui sont donc illustrés sur ce schéma pour former le réseau que nous avons qualifié de réseau étendu. Les capillaires ne possèdent pas de média ni d'adventice. On ne retrouve à leur niveau qu'une couche de cellules endothéliales, formant une paroi propice aux échanges entre le sang et les tissus. Bien évidemment, cette couche d'endothélium est appuyée par une membrane qui est la membrane basale. Cette couche de cellules endothéliales forme donc une paroi dont la capacité d'échange entre le sang et les tissus va dépendre notamment de la façon dont les cellules sont imbriquées les unes aux autres. De ce degré d'imbrication va découler l'existence de 3 grands types de capillaires sanguins, que l'on appellera capillaires continus, capillaires fenestrés ou enfin capillaires discontinus. Les capillaires continus, pour leur part, se caractérisent par une lame basale complète et par un revêtement endothélial continu. C'est ce type de capillaire que nous trouvons par exemple dans le poumon, le cœur, le muscle squelettique et le système nerveux central. Les jonctions entre les cellules endothéliales sont serrées et sont de ce fait relativement imperméables aux protéines. Les capillaires fenestrés se caractérisent quant à eux par une lame basale complète, mais un revêtement endothélial percé de fenêtres. C'est ce type de capillaire plus perméable que les précédents que nous trouvons par exemple dans les glandes sécrétrices, dans les villosités intestinales ou encore dans le rein. Ces perforations peuvent avoir un diamètre de l'ordre de 800 angstroms, soit 8 centièmes de micron. Enfin, les capillaires discontinus présentent des fenestrations plus larges que les précédents, fenestrations qui se prolongent, comme vous le voyez sur ce schéma, jusque dans la lame basale, qui devient incomplète. Ces capillaires sont très perméables, y compris aux molécules de grande taille, aux macromolécules. C'est le type même du capillaire hépatique que l'on retrouvera aussi au niveau de la moelle osseuse ou de la rate. Nous trouvons dans le prolongement des capillaires les veines. Ces veines, par rapport aux vaisseaux artériels de même niveau, vont présenter un diamètre plus important et une paroi plus fine, mais aussi une surface de section moins sphérique, comme représenté ici sur cette coupe histologique. Vous avez donc représenté de façon contiguë une artériole et 2 vénules, et vous voyez que la forme des vénules est beaucoup moins arrondie que celle des artérioles. Le système veineux transporte le sang des tissus vers le cœur. Il régnera à l'intérieur de ce système un régime dit à basse pression, mais aussi à faible vitesse de circulation. D'un point de vue anatomique, vous retiendrez que les veines cheminent parallèlement aux artères. Parfois, dans une même gaine fibreuse, nous retrouverons 2 veines pour une artère. Il existe une distinction entre les vénules qui transportent le sang des capillaires vers les veines périphériques et les veines périphériques qui se jettent dans la veine cave inférieure et la veine cave supérieure qui débouchent dans l'oreillette droite. Concernant les vénules, elles se distinguent des capillaires par leur diamètre plus important, par le fait qu'elles possèdent une intima complète, quel que soit l'organe et le tissu, c'est-à-dire un endothélium plus un tissu conjonctif. La paroi des vénules ne sera donc pas perméable. Les vénules éloignées des capillaires possèdent même, au fur et à mesure de l'éloignement, une mince média qui pourra comprendre quelques fibres musculaires lisses. Les veines périphériques ont les mêmes tuniques que les artères, mais leur média est simplement plus mince, car cette média contiendra moins de fibres musculaires. Il en résulte que leur lumière est plus grande en général que celle des artères de même réseau. Plusieurs de ces veines, surtout dans les membres inférieurs, ont des valves qui empêchent le retour du sang vers l'arrière
et le force à se propager en direction du cœur. Ces valves sont des poches semi-lunaires formées tout simplement par des replis de l'endothélium vasculaire. Les valves ou valvules veineuses ont la même structure en effet que les valves semi-lunaires cardiaques. Elles sont localisées dans les troncs veineux principaux, en particulier au niveau du membre inférieur, et elles auront pour fonction donc d'empêcher le reflux sanguin, le retour du sang vers l'arrière. Les grosses veines de l'abdomen et du thorax, par exemple les veines caves, ont également une paroi plus mince et une lumière plus importante que celle des grosses artères. Cette diapositive illustre le rapport épaisseur sur lumière qui diffère donc entre les veines et les artères. Les veines servent surtout de réservoir. Le réseau veineux contient en effet près de 75% du volume sanguin total. Une contraction de ce réseau diminuera la capacité de ce réseau, alors qu'une dilatation augmentera sa capacité. En résumé, sur ce court paragraphe, je vous demanderai de retenir que les artères sont à la source de la pression motrice du sang. Les artérioles vont moduler la résistance à l'écoulement et vont donc être capables de moduler, de contrôler les débits sanguins tissulaires ainsi que la pression de perfusion de ces tissus. Enfin, les grosses veines de l'abdomen et du thorax sont des réservoirs qui ont une capacité, une contenance de l'ordre de 75% du volume sanguin total et que cette contenance pourra évidemment être modulée selon les situations physiologiques. Je vous remercie pour votre attention.